Il n'y a pas d'autre alternative, annonnent les annonceurs. Il n'y a pas d'autre alternative, répètent ceux qui veulent murer nos horizons, ceux qui veulent enfermer nos futurs dans des récits pluvieux. Il n'y a pas d'autre alternative. Hébétés par ces mensonges, nos espoirs sont flous et indistincts. Nous voilà devenus gestionnaires. Stratégie, non-mixité ou bordélisée, des heures à diagnostiquer sur des grains de sable en puissance. Stratégie tactique, des débats qui n'en finissent plus, écrans de fumée qui finissent par s'évaporer pendant que les uns dirigent, les autres discutent des règles du jeu. Mais nous n'avons pas le luxe de laisser les défaites, les diversions, les déceptions, les abandons nous dévorer. Si certains ont abandonné leur capacité à rêver, leur capacité à souhaiter, à sauter, à vibrer, à espérer, à utopier, qu'ils se mettent sur le côté. Moi, j'ai vu les féministes. Derrière moi, l'histoire des femmes qui rebondissent, des femmes qui refleurissent. J'ai vu l'histoire des esclaves qui se libèrent. La colère seule, c'est l'insurrection. La colère plus la joie, c'est la révolution. C'est la colère qui t'éveille, c'est la joie qui t'élève, et c'est la foi en demain qui t'emporte. Je suis Kiemis, et bienvenue dans Rends la joie. Aujourd'hui, je reçois Martin, et je suis ravie que tu sois avec nous, Martin Dust, qui est auteur, parolier, compositeur. Tu fais beaucoup de choses, tu es à la tête du Cabaret de Poussière, un cabaret que tu as toi-même composé. Et puis aussi, en ce moment, tu es à Radio Nova, où tu fouilles les archives de la SACEM pour chercher des chansons grivoises dans le podcast qui s'appelle La Chose. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Bonsoir, Kiemis. Bonjour, Martin. Je suis ravie que tu sois avec nous aujourd'hui. On va parler un petit peu de joie. Et pour commencer, quand les gens viennent dans Rends la joie, je leur propose de venir avec une image qui leur fait penser à la joie collective. Et tu as décidé de choisir une image qu'on peut voir un petit peu sur l'écran derrière. Voilà. Waouh, qu'elle est belle. Bon, j'étais très flattée que tu décides de choisir une photo de moi, mais est-ce que tu peux la décrire et un peu nous parler du contexte et pourquoi tu l'as choisie ? Mais c'est une photo que j'aime beaucoup parce que pour moi déjà elle incarne complètement la joie. C'est effectivement une photo de toi, une photo de Kiemis. La première fois que tu es venue sur la scène du Cabaret de Poussière pour lire tes poèmes. Ouais. C'était une très très belle soirée, très intense, je crois, pour toi, une vraie catharsis. Totalement. On avait dansé sur scène, sur le Dombolo. Mais oui. Avec Armstrong qui était déchaîné, les gens qui avaient fini debout. Mais oui, c'était trop bien. Et pour moi, j'en garde un vrai moment de communion hyper intense. Alors, je sais plus de qui est cette photo. Il me semble qu'elle est d'Éric Delage. Oui, tout à fait. Pour quand même citer le photographe. Ouais, clairement. Mais voilà, pour moi, je garde un moment de communion extrêmement intense, extrêmement beau et fort. Et te voir prendre la lumière comme ça, moi, c'est quelque chose qui me met tellement en joie. Oh, mais je pense que ça représente vraiment ce que tu as essayé de faire avec le cabaret. Tu peux un peu nous en parler pour ceux qui ne sont pas encore venus voir le cabaret. C'est génial, allez-y. Et je dis pas ça parce que j'y étais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Parce que je pense que cette soirée, moi, bon, évidemment, c'était fort parce que je ne fais pas souvent ça. Mais aussi, quand je suis venue, j'ai ressenti tout de suite cette énergie. C'est un peu ce que j'ai envie de partager. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment le cabaret, comment ça s'est formé, qu'est-ce qui t'a pris un petit peu. Enfin, voilà, j'ai envie que tu nous parles de la genèse un peu du cabaret, quoi. Bah, déjà, juste un mot sur mon parcours. Moi, je suis pas allé au lycée. Enfin, je suis arrivé au lycée, j'ai tout de suite senti l'embrouille. Du coup, j'en suis parti et j'ai eu la chance d'atterrir très tôt, à 15 ans, dans des cabarets, de rencontrer des vedettes du cabaret comme Bambi, qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé dans mon parcours. Et en 2017, après plus d'une dizaine d'années à travailler dans ce milieu-là, j'ai eu envie de créer mon propre spectacle, mon propre cabaret, qui s'appelle le Cabaret de Poussière.
où on a un orchestre de jazz absolument incroyable, emmené par des musiciennes fantastiques, Dee Wang, Xavier Belin, Laure Sanchez, mis en scène par Clara Brightman. Et tous les mois, on reçoit 3 à 4 artistes différents pour qu'ils viennent s'exprimer sur notre scène, partager un moment de joie, de lutte, de colère, aussi sur la scène du cabaret. Ce que j'aime beaucoup en tant que spectatrice, puisque j'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois, c'est vraiment que, déjà, c'est un genre que je ne connaissais pas. Je t'avoue que moi, le cabaret, c'est pas une pratique que j'ai eue, c'est pas une pratique familiale. J'ai l'impression que c'était, avant de te connaître, je trouvais ça assez désuet, tu vois, il y avait un peu l'idée que le cabaret, c'est poussiéreux, mais pas dans le sens poussière, parce que mais c'était pas dans ce sens-là, c'est plus dans le sens, c'est un peu désuet. Et justement, je trouve que ton cabaret, il rappelle un peu l'histoire de ce que ça a pu être, c'est-à-dire assez révolutionnaire, assez queer. Enfin, c'est même pas assez, c'est totalement queer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, justement, comment tu fais revivre un peu cette histoire du cabaret comme lieu de joie, ça c'est sûr, mais aussi un lieu de lutte, quoi. Alors déjà, moi, j'aime pas du tout le mot queer associé au mot cabaret parce que pour moi, c'est un pléonasme. Historiquement, les cabarets ont été des lieux de vie et de survie pour des artistes qu'on nommerait aujourd'hui queer. Au début du siècle, on nommait interlope, que moi j'aime bien le mot transpédéguine. Mais en vrai, tout ça, ça relève du pléonasme parce que dans les troupes de cabaret, on y a toujours trouvé des garçons sensibles et des femmes musclées. Et donc voilà, mais le cabaret a toujours été un lieu de vie et de survie pour des communautés à la marge de la société. J'aime bien prendre l'exemple des femmes à barbe, par exemple, qui étaient ostracisées dans toute la société, qui ont jeté des pierres, qu'on voyait comme des monstres, et qui étaient applaudies dans les cabarets, dans certains cirques aussi. Et ça a toujours été des lieux extrêmement politiques. Il y a deux exemples que j'aime beaucoup qui sont liés à la Révolution de 1789. Il y a une opérette qui sort en 1784, dans lequel il y a un petit air qu'on connaît tous aujourd'hui qui fait « Il pleut, bergère », et qui a tout de suite été repris dans les cabarets parisiens par des hommes qui s'habillaient en Marie-Antoinette, avec la robe à panier, les pampilles et tout ce que tu veux, et qui chantaient « Il pleut, bergère, rendre les blancs moutons », qui tout d'un coup devenait un peu comme une menace. Et c'était vraiment un grand numéro très populaire des années 1780, et ça a fait partie des chansons chantées par les Parisiens lors de leurs nombreuses randonnées vers Versailles qu'ils ont fait à cette époque-là. Et il y a une autre anecdote de cette époque que j'aime beaucoup. Il y a un cabaret qui va ouvrir en 1793, donc juste après la Révolution, au 1 quai Bourbon, ça ne s'invente pas, qui va être tenu par une femme qui s'appelle Céline Renaud. Et ce cabaret va ne tenir que 6 mois, parce que Céline Renaud va finir guillotinée en juin 1793, parce qu'elle prévoyait un attentat contre Robespierre. Ah d'accord, juste ça, j'ai envie de te dire, ok, sympa. Okay. Donc il y a toujours eu cette histoire très militante dans les cabarets, et les cabarets sont le lieu par excellence où on vient pour parler des problèmes du quotidien, où on vient parler de nos problèmes d'argent, les problèmes de cœur, les problèmes au travail, et qui est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les styles de cabaret, parce que par exemple le cabaret oranais, qui va vraiment se développer au début du XXe siècle, va nous donner un genre musical qui est le raï. Le raï en arabe veut dire point de vue, pour schématiser, hein, c'est un sens un peu plus large, mais en gros, point de vue, parfois opinion, conseil. Et dans les chansons de raï, on va parler des problèmes de cœur, des problèmes de cul, des problèmes d'argent, de la même façon qu'on le faisait dans les cabarets à Paris, et avec un lien très fort avec le raï et les cabarets parisiens. Cher Harimiti, qui jouait souvent des concerts à Paris, autour de Barbès, dans les petits cabarets maghrébins de Barbès et de Châteaurouge. Et justement, ce que je trouve, c'est pour ça que je voulais t'inviter pour en discuter. Là, en ce moment, il y a une vraie panique morale autour des spectacles de drag queen, autour en fait des personnes trans aussi, des femmes trans, des hommes trans, mais spécifiquement, notamment aux États-Unis, sur la question des spectacles de drag queen. Et j'ai l'impression, et bon, je suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté, c'est un lieu révolutionnaire. Il y a vraiment le côté, le lieu du cabaret où justement on a des populations qui sont marginales. Ce sont des lieux de joie, mais aussi des lieux vraiment qui
comme je disais tout à l'heure, c'est un peu des grains de sable aussi, enfin vraiment qui sont aussi des lieux politiques où il y a un discours qui peut être tenu, où bon, pas tout évidemment, pas tous les spectacles de drag queen sont comme ça, mais qui sont aussi vus comme des lieux aussi des classes dangereuses. Je sais pas je pense que on se rejoint, et Cabaret de Poussière, je trouve, il incarne un petit peu ça quand même. Oui, et un des aspects importants, c'est que c'est un des premiers lieux transclasses, le cabaret. Il y a toujours eu, ça a toujours été un lieu pour les pauvres qui venaient voir un spectacle ou qui étaient sur scène, mais aussi les bourgeois qui pouvaient venir voir ce qui se passait dans la rue, qui pouvaient venir voir ce qui se passait dans les quartiers malfamés, en étant peut-être un peu plus en sécurité que dans la rue, et encore pas toujours. Donc il y a, déjà eu ce mélange transclasse qui fait que les gens se parlent, se rencontrent, des gens qui n'étaient pas amenés à se rencontrer dans d'autres endroits de la ville, là pouvaient se rencontrer, pouvaient parler ensemble, ce qui était déjà assez dangereux. Et oui, ça a été aussi un lieu de colère, parce que c'est un des rares lieux où la femme à barbe monte sur scène, fait se taire une salle, et c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui parle tout d'un coup. Donc oui, ça a été vraiment mise en lumière, mise en valeur, applaudie, là où dans le reste de la société, on va l'agresser, la violenter. Donc oui, ça a été des lieux extrêmement politiques, et où on a pu laisser macérer des idées, on a pu échanger. Georges Brassens, qui est quand même qui a plein de choses qu'on pourrait dire aujourd'hui, mais qui est quand même un auteur-compositeur qui a défendu des idées très politiques, un art très politique dans ses chansons. Son premier lieu d'expression, ce sont les cabarets. Et oui, il va pas être tout de suite dans les radios, d'abord dans les cabarets, parce que c'est une parole politique. Ouais. Et c'est vraiment le lien à la fois, comme tu dis, communauté, enfin pas communautaire parce que je déteste le mot communautaire, mais communauté dans le sens de collectif, dans le sens de rassemblement, et aussi c'est pas révolutionnaire le mot que je cherche, mais vraiment qui subversif. Voilà, c'est le mot que je cherche. C'est vraiment un lieu à la fois collectif, communautaire et subversif. Et j'ai l'impression, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais justement ces lieux, je trouve qu'ils diminuent en fait finalement de ce que tu décris, des lieux où justement où on a les marges prennent la lumière, prennent leur place, et en même temps les classes à la fois populaires et peut-être un peu plus bourgeoises peuvent se mélanger. Franchement, j'ai pas vraiment beaucoup d'exemples de lieux comme ça qui peuvent exister dans la société. Mais il n'y en a jamais eu beaucoup, on a toujours été un peu une exception. Après, aujourd'hui, on assiste à une vraie nouvelle vague du cabaret, avec énormément de lieux qui s'ouvrent. Je pense notamment au cabaret La Bouche, porte de Clignancourt, qui est un cabaret autogéré par des personnes queer et des personnes racisées, notamment Soa de Muse. Je pense aussi au cabaret Le Secret, je pense à Madame Arthur, qui fait la déclaration d'indépendance du Gouinistan libéré toutes les 2 semaines en ce moment. Donc il y a quand même, je trouve, une vraie énergie, et comme tu le dis, en ce moment les drag queens, on en a de plus en plus, et qui créent aussi ces espaces-là, ces lieux-là, cette subversion-là aujourd'hui. Et quand je vois le niveau de détermination des 2000, des 2002, de cette nouvelle génération qui a 20 ans, moi j'ai beaucoup d'espoir. Je trouve que les enfants vont très bien, qu'ils sont en pleine forme, et que les vieux boomers n'ont pas fini de faire des infarcts. C'est clair, on est bien. C'est clair. Et c'est intéressant parce que je pense que ça répond un peu à la question que je voulais te poser. Je sais que tu as été aussi militant à ACT UP. Oui. Et je voulais te demander comment on conserve la joie, puisque c'est un peu le thème de l'émission, dans ce contexte un peu difficile, à la fois dans ton propre parcours militant, parce que le sujet de la lutte contre la sérophobie, c'est quand même des sujets assez compliqués et assez lourds. Donc comment on garde cette joie, et quelles leçons, si tu en as une ou deux, tu as pu tirer en termes de résistance et de conservation de la joie, c'est ça? Il y a quelque chose qu'on m'a appris très vite et que j'ai compris très vite en arrivant chez ACT UP, mais le but de la lutte, le but ultime, la dernière case du jeu de loi de la lutte, c'est la joie. Mais il n'y a rien d'autre. Pourquoi on lutte pour l'abolition des frontières, pour l'abolition des prisons, pour que tout le monde ait accès, pour la santé universelle? Mais c'est pour qu'à la fin tout le monde soit joyeux et tranquille, et qu'on se foute la paix. C'est clair. Pourquoi moi je vais faire des manifs? Mais parce qu'à la fin je veux qu'on soit joyeux sur cette terre, qu'on ait de la joie. Mais totalement. Et on l'oublie, et en même temps,
Moi, j'ai compris la chance en arrivant à Act Up. Bon, je suis arrivé au milieu des années 2000, donc c'est vrai qu'on était 10 ans après l'arrivée des trithérapies. On n'était plus dans l'urgence que pouvait l'être cette pandémie dans les années 80-90, avec, qui était d'une violence sans nom. On l'a oublié aujourd'hui, mais imagine prendre tes 10 copains homosexuels aujourd'hui, entre le temps où tu les as connus il y a 5 ans et aujourd'hui, t'en tues 8 dans ta tête. Là, c'est ça qu'il faut s'imaginer en fait. C'est que toutes les semaines, on allait faire des enterrements. Et oui, quand on est dans cette horreur-là, quand on est confronté à cette violence-là, on n'a pas d'autre choix que de continuer à danser, continuer à chanter, parce que sinon, on va se foutre sous un train et c'est fini. Je te jure. Et je trouve que dans toutes les histoires atroces et sordides de l'être humain, toutes les histoires de violence et d'oppression de l'être humain, on trouve toujours cette force qui va vers la joie. Tu vois, moi, je vais prendre un exemple, il y a plein d'exemples qu'on peut prendre, mais je vais prendre l'exemple de l'esclavage, qui est l'une des pires horreurs de l'humanité, l'un des pires crimes que l'humain a pu faire contre d'autres humains. Totalement. Et quand on voit tout ce que ça nous a apporté aussi, je pense notamment à la danse charleston, qui est une danse noire à l'origine, qui est une danse que les esclaves appelaient Juba, qui nous vient du Congo, qu'ils ont réussi à préserver, et qui, de génération en génération, a réussi à être préservée et à renaître sous le nom de charleston. Quand je pense au mouvement drag, le mot drag queen vient d'un esclave qui s'est libéré, qui s'est échappé, William Dorsey Swann, en 1870. Comme quoi, il n'y a pas que le siège de Paris qui s'est passé en cette année-là. Et en 1870, il commence à organiser des grands ball drag, où il se présentait comme étant la Queen of Drag, et où c'était, oui, je pense qu'il faut le rappeler, un esclave noir affranchi qui a organisé les premières soirées drag queen aux États-Unis. Et oui, d'une horreur aussi horrible que l'esclavage, des gens ont réussi à sublimer ces expériences et à avancer et à nous offrir aujourd'hui les drag queens. Et merci! Merci William. C'est clair. Merci les Noirs. Merci Madame Dorsey. Merci les Noirs. Mais alors ça, moi je pense que dans l'art contemporain, il faut quand même beaucoup dire merci les Noirs, puis merci les PD, les transpédéguines. Hein. C'est clair. Parce qu'alors vraiment. Parce que c'est là qu'elle est la vie en vrai. C'est là qu'elle est la vie. Mais bon. Bon, avant de nous quitter, j'aurais aimé que tu nous donnes, tu nous en as donné pas mal, mais je crois que tu as ramené un peu des livres, des recommandations culturelles un peu joyeuses. Qu'est-ce que tu conseilles à nos éco-anxieux, nos fans du cataclysme, nos accros des dystopies, pour les sevrer un petit peu et les réhabituer à la joie? Alors moi je pense que le premier livre pour ça, c'est Maya Angelou. Maya Angelou, je lui dois mon nom, je lui dois tout, je lui dois d'avoir tout compris. C'est une poétesse. Alors là, c'est quelques-uns de ses poèmes que j'aime beaucoup, et pourtant je m'élève, qui est l'un de ses plus beaux poèmes, d'où j'ai tiré ce nom de Poussière. Elle a aussi beaucoup écrit sur la lutte et sur le fait d'être une artiste dans la lutte. Elle a écrit des livres autobiographiques, Je sais pourquoi l'oiseau chante en cage et Tant que je serai noir, qui sont les deux premiers, qui sont vraiment incroyables, qui nous parlent de ce rapport à la lutte et à l'art dans la lutte, et qui dit quelque chose aussi du personnel, qu'il faut parler aussi de soi et raconter soi pour pouvoir raconter les autres. Je vais juste vous citer un extrait du poème Willy, où elle fait dire à Willy: « Je vais peut-être pleurer et je vais mourir, mais mon esprit est l'âme de chaque printemps. Faites attention à moi et vous verrez que je suis dans les chansons que chantent les enfants. » Mais mon esprit est là dans chaque printemps. Mais Maya Angelou. Mais Maya Angelou, quoi. Vraiment, Maya Angelou, c'était vraiment quelqu'un. J'ai une deuxième personne, Emma Goldman. Alors, en plus, vraiment, on va remercier les éditions de l'Échappée qui ont enfin édité en entier Vivre ma vie. Ça, c'est la version grosse parce que je suis un peu une sales queen de temps en temps, mais ça a été sorti en poche aussi, n'hésitez pas. Les parents regardent ce cinéma. Et alors... Emma Goldman, Not Impressed Goddess, on l'aime vraiment, voilà à quoi elle ressemble, vraiment une femme incroyable. Alors il y a une citation apocryphe qu'on lui fait dire mais qu'elle a jamais vraiment dit, mais à la place elle a dit quelque chose de beaucoup plus intéressant que je vais vous lire. C'est un petit paragraphe. Je recommençais à vivre.
Au bal, je me montrais l'une des plus gaies et l'une des plus infatigables. Un soir, un garçon, cousin de Sacha, me prit à part. L'air grave, comme s'il s'apprêtait à m'annoncer la mort d'un proche camarade, il me chuchota qu'il ne s'ayait pas à une agitatrice de danser. Et certainement pas avec un tel abandon irresponsable. C'était un comportement indigne pour quelqu'un qui devenait une figure du mouvement anarchiste. Ma frivolité ne pouvait que nuire à la cause. Ça, c'est vraiment les gauchistes, mec. Les mecs gauchistes à deux balles. Franchement, je te jure. L'ingérence effrontée de ce garçon me mit en colère. Je lui conseillai de se mêler de ses affaires. J'en avais assez qu'on m'envoie toujours la cause à la figure. Pour moi, une cause qui représentait un bel idéal, l'anarchisme, la libération et la délivrance de toutes les conventions et de tous les préjugés, ne devait pas revendiquer le rejet de la vie et de la joie. Mais tellement! J'affirmais que notre cause ne pouvait prétendre que je prenne le voile et qu'il ne fallait pas convertir le mouvement en cloître. S'il en était ainsi, je n'en voulais pas. Je veux la liberté et le droit pour chacun de s'exprimer, le droit pour tous de jouir des belles choses. C'était ce que l'anarchisme signifiait pour moi, ce que je voulais vivre envers et contre tout, le monde entier, les prisons, les persécutions. Oui, même si mes camarades les plus proches devaient le condamner, j'allais vivre mon bel idéal. Amen! Amen. J'ai une vraie théorie sur la question de la joie et du plaisir et de ce qu'on oublie à gauche, mais on en parlera une autre fois. J'étais vraiment ravie de t'accueillir, Martin, c'était vraiment super. Avant que tu nous quittes, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes prochaines actus? Si tu as une tournée peut-être Alors, on travaille à la tournée internationale. On va bientôt annoncer des dates à Montevideo. Allez. Voilà. Bientôt, soon. Allez. Vous l'aurez entendu en premier sur Mediapart. Allez. D'ailleurs, le 1er avril, on a encore une date chez Madame Arthur, n'hésitez pas. Et ensuite, nos dates d'avril aux Zèbres de Belleville pour le cabaret de Poussière, c'est le 19, 20, 21, 22 avril, avec des artistes absolument incroyables qui vont vous faire saigner du nez de plaisir. Trop bien. Donc venez nous voir et peut-être que vous pourrez y voir Edoui Plenel bourré au rhum agricole en train de danser une biguine. Je suis pas responsable de ça. On est un cabaret qui dénonce. Alors pour finir, la joie elle est à qui? Elle est à nous. Je t'aime trop, je t'aime trop.